Bonsoir à tous. Peut-être la beauté du débat dans l'espace politique se trouve dans nos poches. L'économie par un pauvre dans un État pauvre, quel paradoxe. Et pourtant, c'est peut-être le grand défi dans un monde de guerre commerciale et de guerre physique. Notre marmite empathie, on envisage aujourd'hui avec un docteur éminent de parler de la relance, des solutions économiques pour s'en sortir. Nous sommes avec docteur Seydina Ndiaye, économiste, brillante économiste. Docteur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Pape Alioune Sarr. Merci beaucoup. Je salue toutes vos téléspectatrices et tous vos téléspectateurs et je suis très heureux d'être votre invité aujourd'hui. Invité de marque, brillante économiste, banquier d'affaires et expert réputé du secteur privé, auteur de l'essai économique, succès de librairie sur la mort du chemin de fer sénégalais. Je vous recommande cet ouvrage magnifique, voire autorisé, du débat économique sénégalais au-delà de l'Afrique, invité aux rencontres du FMI et de la Banque mondiale, chercheur associé au think tank Policy Center for a New South de l'Université Mohamed VI. On peut parler un peu de sa carrière, jeune carrière, pas du tout, mais riche carrière, pour dire du bon sens. On va commencer, docteur Seydina Ndiaye, économiste, avec les chiffres de l'ANSD, les chiffres du mois de mars. Les derniers chiffres d'ailleurs, baisse de 4,2% du nombre d'unités économiques enregistrées au NINEA en 2024, baisse de 30,4% des exportations au Sénégal, hausse de 6,2% des importations au Sénégal, hausse de 0,2% des prix de la production industrielle. Commentez ces chiffres. Merci beaucoup. Effectivement, ce sont les derniers chiffres sortis par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et ces chiffres semblent indiquer un certain ralentissement économique, bien sûr, qui peut être attributaire aux tensions géopolitiques, parce que, comme vous le savez, avec l'avènement du président américain Donald Trump II et tous les bouleversements sur le plan géopolitique et notamment la hausse des tarifs douaniers, les mesures de rétorsion et toute cette embryonnanie qu'on a sur le plan macroéconomique. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on a aussi au Sénégal l'installation d'un nouveau régime qui est en train de mettre en place les bases de son agenda national de transformation. Donc, il est très logique que ces chiffres-là puissent indiquer un certain ralentissement économique. Parce que comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui est assez ouvert sur l'économie mondiale. Donc, quand il y a des perturbations, quand il y a des décisions très fortes qui sont prises en dehors de ces frontières, ça a un impact sur le panier de la ménagère, ça a un impact sur les importations, ça a aussi un impact sur les exportations, notamment avec l'entrée de notre pays dans le cercle restreint des producteurs de pétrole et de gaz. Parce qu'on sait qu'actuellement, le pétrole, juste avant de venir, je lisais un policy brief de Goldman Sachs qui disait que le pétrole allait passer sous la barre des $50 d'ici 2026. Parce que les pays de l'OPEP ont décidé d'augmenter significativement leur production et ceci va abaisser le prix du pétrole. Or, on sait que le Sénégal, c'est un pays aussi bien importateur de produits pétroliers, notamment pour l'énergie, mais qui exporte aussi du pétrole, parce qu'on a le champ pétrolier de Sangomar qui est en activité. Donc, c'est cette juxtaposition de ces deux situations-là, d'abord des tensions géopolitiques et macroéconomiques très fortes, avec l'avènement de Donald Trump depuis le début de l'année. Ensuite, l'installation d'un nouveau régime au Sénégal qui est en train de mettre les pas, peut-être dans une cadence un peu moins soutenue que voulue, ou bien dans une cadence un peu prudente, qui fait que, justement, cette juxtaposition, qu'on ait ce résultat-là, ces chiffres publiés par l'ANSD, qui, effectivement, pour être honnête, indiquent un certain ralentissement économique. C'est un peu la tradition de que c'est un peu ça. Oui. Ça a une justification, ça a une signification. Effectivement, ça a une signification, mais moi, j'abonderai dans le sens où, effectivement, il y a un petit resserrement économique parce qu'on sait très bien qu'avec le Jubanti, avec actuellement les nombreux procès
liées un peu au détournement, aux prévarications des ressources publiques, que je soutiens du reste. Moi, je soutiens cette reddition des comptes-là, bien sûr, parce que c'est un principe qui est élémentaire, c'est un principe d'imputabilité et de responsabilité des personnes qui doit être vraiment très banal. Donc, effectivement, il y a certains circuits économiques qui semblent fermés, parce qu'on sait très bien que quand on a un pays où on découvre, la Cour des comptes découvre qu'il y a un trou avec les FMI de 7 milliards de dollars, presque 4 500 milliards, effectivement, quand on sort d'un pays où il y avait un trou de 7 milliards de dollars et qu'on est dans une phase de redressement, dans une phase de rééquilibrage des comptes publics et dans une phase qui est un peu frappée par les tensions géopolitiques et macroéconomiques dont je parlais tout à l'heure. Et après, on y reviendra sur aussi ce schisme qu'il y a au niveau de la CEDEAO avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, les pays de l'ALS, qui sont maintenant un bloc détaché carrément de la dynamique économique sous-régionale. Effectivement, tout ceci combiné fait que on peut sentir qu'il y a effectivement une vie qui est un peu moins facile pour nos compatriotes. Et d'ailleurs, oui, la dernière enquête du CRES, du Consortium pour la recherche économique et sociale, le prouve. Quand vous prenez les 10 sujets qui préoccupent le plus les Sénégalais, la cherté de la vie arrive en premier à presque 59-60%. Donc effectivement, oui, il y a une certaine rigidité économique qui se traduit par un resserrement économique que nous tous nous vivons. Hein. Vous n'avez pas écrit le livre Solutions, mais vous êtes là pour des solutions. Tout à fait. Les solutions, 2025, c'est un tournant, c'est un grand bouleversement avec Trump. Comment analyser ce tournant-là qui va rester forcément dans l'histoire économique? Alors ça, c'est une vaste question, et c'est une question qui, de mon point de vue, appelle à une réflexion très approfondie. Parce que mon point de vue, ma conviction forte, et je vais la démontrer, c'est que 2025 sera une année charnière. D'ici 20 ans, on va regarder 2025 comme une année qui a été un tournant décisif dans l'économie, dans la géopolitique et dans la stratégie. Parce qu'actuellement, on sait que les consensus forts sur le libéralisme économique, le libre marché, l'OMC, les règles, tout ceci est en train d'être démantelé par une vision économique qui est assise sur un trépied très, très réducteur. Le premier pilier de ce trépied-là, c'est l'isolationnisme et la fermeture des mers. Donc, Donald Trump et toutes les personnes qui l'entourent et un peu leur façon de penser, c'est la fermeture et l'isolationnisme. Ça, c'est le premier principe. Et qui a un impact qui est en train de poser un garrot très, très fort sur la circulation des flux économiques dans le monde. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est aussi cette résurgence des empires. Cette résurgence des empires. Des empires, parce que quand Trump dit qu'il veut le Canada, qu'il veut le Groenland, et qu'il est en train de négocier des terres arables avec l'Ukraine, notamment, quand on regarde comment la Chine est en train... Il y a des bruits de bottes au niveau de Taïwan pour vraiment essayer d'étouffer presque cette presqu'île, Taïwan. Quand on voit jusqu'à présent les bruits de bottes et la guerre des tranchées, la guerre des drones qui existe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Et même entre l'Inde et le Pakistan. Entre l'Inde et le Pakistan. Récemment, vous avez vu même la salve de tir tirée de part et d'autre. Donc, tout ceci montre qu'il y a une résurgence des empires et un nouvel ordre mondial qui est en train d'être mis en place. Et le troisième élément le plus essentiel, ça concerne l'Afrique. On sait qu'actuellement, l'Afrique est au carrefour d'enjeux stratégiques énormes. Parce que tout le monde sait que d'ici 25 ans, on sera 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Ce qui est énorme. 3/4 des Africains ont moins de 35 ans. L'âge médian tourne autour de 19 ans. Et ce tableau-là, c'est un tableau qui est presque identique dans tous les pays africains. Même au Sénégal, vous voyez
que l'enjeu du dividende démographique, comment créer des emplois, comment occuper la jeunesse, comment offrir des perspectives d'avenir, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça doit faire peur, ce tableau. Non, Parce ça que ne fait la pas. démographie n'est pas une bombe, non? Non. C'est une vertu, non? Oui, alors moi je fais partie, à l'opposé de quelques-uns de mes collègues, qui sont plus portés par les thèses et les théories malthusiennes. Moi je pense que la démographie est une chance. Moi je pense qu'on doit mettre en place tous les leviers d'action pour saisir ce dividende démographique-là qui a permis à des pays, au dragon asiatique dans les années 90, à la Chine, au Pakistan, à l'Inde, à tous ces pays-là, de faire ce qu'on appelle en économie des leapfrogs, des grands sauts qui ont permis de sortir des millions de gens de la pauvreté. Donc, voyez-vous, ce trépied-là que je viens de décrire est un catalyseur qui charrie des changements énormes sur le plan économique, sur le plan macroéconomique. Et moi, je pense que le débat économique, et c'est ce sur quoi j'appelle de mes voeux, et je place la barre à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai fait 2 dernières sorties qui ont été très appréciées sur la crise bancaire latente en zone UEMOA et sur l'urgence d'une politique d'assouplissement quantitatif de la Banque centrale pour ne plus être seulement une caisse d'épargne ou bien une caisse de gestion de la monnaie franc CFA, mais d'être un outil au cœur du développement. Puisque actuellement, Pape Alioune, le monde qu'on a connu jusqu'en 2025, ce monde-là, on ne le connaîtra plus jamais. Les choses, la cinétique avec laquelle les choses changent, l'ampleur avec laquelle les choses bougent, nous oblige à réfléchir à de nouveaux mécanismes, à de nouvelles stratégies, en ayant une pensée holistique où on regarde les enjeux, le contexte et quelles solutions, justement, on peut apporter à ce tableau-là que je viens de... Quelles sont ces solutions-là? Est-ce que c'est possible dans un monde dominé par Trump? Alors oui, c'est très très possible et je vais donner une maxime qui va être le fil conducteur, l'ossature de ma réflexion. Je pense que dans le monde actuel, il faut penser local et agir global. Penser local et agir global. Ce que je veux dire par là, le Sénégal est un petit pays. On fait moins de 200 000 km². On est 18 millions. On n'est rien du tout. On sort d'un héritage de 140 ans. En 1885, les grandes puissances coloniales ont divisé l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai mené une étude économique très approfondie. Je me suis rendu compte que la plupart des pays de l'Afrique qui ont une façade maritime font moins de 200 000 km². Sénégal, Togo, Bénin, c'est des petits pays. Or, les grands pays qui sont dans l'Afrique, c'est des pays qui font des millions de kilomètres carrés. Le Mali fait 1,2 million de kilomètres carrés. Vaste. Le Burkina, 1,3 million. Énorme. Le Niger, pareil. Donc, on doit sortir de 140 ans de schémas préconçus où on a imposé à l'Afrique de l'Ouest et au Sénégal d'être dans une spirale de la pauvreté. Moi, mon point de vue, c'est qu'actuellement, il faut sortir de ça. Penser global, agir local. Pourquoi penser global? Parce que vous prenez l'Afrique de l'Ouest, on est 6 millions de kilomètres carrés, dont 5 millions de terres arables. On a 25 ports majeurs, dont le port de Lomé, le port de Tema, Abidjan, le port de Dakar, etc. On a des chaînes de valeur extrêmement fortes qui peuvent drainer des gisements de main-d'œuvre. Or, on a besoin de cette main-d'œuvre, de cet emploi-là pour les jeunes. Vous avez toute la chaîne de valeur de la pharmacie, des produits pharmaceutiques. Vous avez la chaîne de valeur de l'agroalimentaire. On importe des milliards de dollars chaque année pour nous nourrir, alors qu'on a des terres arables, on a tout ce qu'il faut. Vous avez la chaîne de valeur de tout ce qui est cosmétique.
figurez-vous, l'Afrique de l'Ouest produit 80% par exemple du beurre de karité, qui est un des ingrédients les plus recherchés sur la cosmétique. On en importe des milliards chaque année. Vous avez aussi la chaîne de valeur de tout ce qui est textile. En Afrique de l'Ouest, vous avez le Burkina, vous avez le Mali, vous avez la Côte d'Ivoire, et il y a un autre pays, le Niger aussi, qui produisent presque 500 000 tonnes de coton. Donc, on est à une production de coton qui dépasse les 7 millions de tonnes. Mais malheureusement, moins de 2% du coton est transformé localement. C'est ça, l'industrialisation. Voilà. Donc, tout ceci, oui. ce tableau-là que je vous présente, c'est pour vous montrer que on peut penser global et agir local en unissant nos forces, en faisant de telle sorte qu'on ait une complémentarité stratégique énorme. Moi, j'appelle de mes voeux une macroéconomie qui est portée par une complémentarité stratégique entre, d'une part, les pays avec une façade maritime, comme le Sénégal, le Bénin, etc., et d'autre part, les pays avec une grande base et de capacités productives sur des chaînes de valeur qui peuvent drainer la souveraineté industrielle et la souveraineté économique. Pour moi, c'est ça aussi le rôle de la diplomatie, parce que comment avoir cette unité-là avec des pays qui se déchirent? Vous parliez tout à l'heure des pays de l'AES. Justement, vous savez, le Sénégal, par exemple, tout ce qui est corridor malien, qui passe par le Sénégal, c'est à peu près 250 milliards chaque an de revenus pour le Sénégal. Et j'attire l'attention vraiment des plus hautes autorités, que je soutiens du reste. Parce que pour moi, c'est un combat de génération. Leur réussite est la nôtre. Et leur échec aussi serait celle d'une génération. Parce que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre incarnent un espoir très fort. Et cet espoir-là, nous tous le soutenons et nous tous travaillerons à ce qu'il puisse porter des fruits. Donc la légitimité politique est là. Maintenant, quand vous voyez des voisins qui se détachent avec des intérêts économiques extrêmement forts, et vous voyez par exemple un pays comme le Togo qui manifeste un intérêt pour adhérer à l'AES, si le Togo adhère à l'AES et que les flux maliens passent par le port de Lomé, qui est du reste l'un des premiers ports en Afrique de l'Ouest, parce que c'est 45% du trafic containerisé, mais vous imaginez l'impact que ça aura sur le Sénégal? Donc, pour moi, il faut sortir des schémas préconçus. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de la conférence de Berlin de 1885 qui a partitionné l'Afrique de l'Ouest en mettant de tout petits pays vers la balkanisation et de gros pays dans l'Interland. Pour moi, il faut faire sauter cette barrière-là. Il faut réfléchir à un renouveau stratégique de l'Afrique de l'Ouest en mettant au cœur du projet une souveraineté industrielle avec des chaînes de valeur compétitives dont je vous ai cité les 4, cosmétiques, textiles, agroalimentaire, pharmaceutique. Et surtout, le deuxième volet de ce renouveau-là stratégique, le substrat qui doit le porter, et on y reviendra, ça doit être l'affirmation monétaire. Parce que l'affirmation monétaire, ce que je veux dire par l'affirmation monétaire, c'est qu'après 50 ans, après 60 ans, on se rend compte effectivement que le franc CFA est une limite objective pour porter le développement de la zone. Donc, il y a des réformes un peu plâtres sur une jambe de bois qui ont été annoncées en 2021, etc. Mais dans les faits, et ça, je peux le démontrer, dans les faits, il y a besoin de sortir de ce carcan-là, de cette monnaie, que je ne qualifie pas de coloniale, mais qui n'apporte pas le soutien nécessaire à des économies en développement et à des économies qui ont besoin d'être soutenues dans le long terme en vue de la création massive d'emplois et de chaînes de valeur compétitives. Démonstration, docteur. Pourquoi? Je vous fais la démonstration très simple. Vous savez, par exemple, la Banque centrale centralise ses réserves d'échange et en contrepartie, en collatéral, on met 70% de nos réserves
des réserves de la Banque centrale en or à Paris, au sein de la Banque de France, dans le premier arrondissement de Paris. Mais ceci, j'ai vu les derniers chiffres dans le rapport de la Banque centrale et j'ai croisé ça avec la Banque nationale de France. C'est 43 tonnes d'or. L'once d'or actuellement tourne autour de 3 400 $ à peu près. Donc ça fait 27 milliards de dollars. Mais on met en garantie, pour que la Banque de France nous garantisse notre monnaie, on lui donne 43 tonnes d'or pour garantir la monnaie. Mais est-ce que ceci n'est pas anachronique dans un espace où, l'année dernière, la production totale de l'or en Afrique de l'Ouest est de 250 tonnes? D'un côté, on a 43 tonnes qu'on donne à garantie pour la convertibilité illimitée de la monnaie avec le système de pegging, avec le système de parité fixe avec l'euro. Or, nous avons une capacité de production de 250 tonnes d'or par an. Donc, ceci, vous voyez bien, c'est un schéma qui est anachronique. Actuellement, vous prenez toutes les places boursières au monde, l'or est en train de faire des chevauchées extrêmement fortes. Parce que c'est une monnaie, c'est un actif financier qui est un refuge et c'est un collatéral qui est extrêmement important. Donc, à un moment donné, il faut que cet enjeu-là, monétaire, que cette question monétaire soit posée sur la table. C'est pour ça, moi, j'applaudis des deux mains la récente déclaration du Premier ministre quand il a dit qu'il faut qu'on aille vers une réforme effective du franc CFA ou sinon, nous prendrons nos responsabilités. Mais j'ajoute un point essentiel. Et je termine sur ce point-là. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vais être très clair dans ce que je dis. Pour moi, une monnaie est extrêmement importante. Mais d'abord, c'est la base de capacité productive qui sous-tend une monnaie forte. C'est pour ça que les deux piliers sur lesquels je base mon argumentaire et mon appel à un renouveau stratégique de l'Afrique de l'Ouest, le premier pilier, c'est la souveraineté industrielle qui est adossée à une maxime, penser global et agir local. Maintenant, le deuxième pilier, qui est un pilier qui est là, et c'est comme un éléphant dans une, c'est comme un éléphant dans une chambre, on ne peut pas ne pas le voir. C'est la question monétaire et c'est la question de la dépendance du franc CFA par rapport à des devises étrangères qui sont régies par des politiques macroéconomiques qui sont très distordantes et qui, in fine, nous mettent dans une situation d'une crise, d'un trou noir ou d'une crise qui est latente, qui est là. Et je l'ai démontré récemment dans un papier. On peut y revenir. Forcément, mais est-ce que, par exemple, les mots du Premier ministre, prendre nos responsabilités, ce serait aller seul, comme ce que la Guinée a fait dans les soleils des indépendances? Est-ce que c'est sûr d'y aller seul dans cette souveraineté monétaire? Alors, non, pas du tout. Et moi, ma ferme conviction, c'est qu'on a dans la zone UEMOA ce qu'on appelle les deux locomotives qui pèsent à peu près 60% de la zone. La Côte d'Ivoire, 56%, le Sénégal à peu près 20%. Pour moi, une monnaie ne se décrète pas. Comme je vous ai dit, d'abord, c'est une base de capacité productive, c'est une industrialisation, c'est des chaînes de valeur compétitives qui sous-tendent une monnaie forte. Maintenant, la réforme, le statu quo n'est plus tenable. On ne peut pas continuer d'avoir une banque centrale qui est presque une caisse de résonance, une caisse d'épargne ou bien une caisse de gestion d'une monnaie où tout est extérieur, tout est exogène et qui n'accompagne pas le développement économique, qui n'accompagne pas les projets de développement. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible. C'est pourquoi j'appelle de mes voeux à ce que la présidence de la République du Sénégal, à ce que les autorités prennent ce chantier-là en main et fassent de la diplomatie économique en allant s'allier avec la Côte d'Ivoire, avec le Bénin,
avec tous ces pays-là pour porter un projet souverain, un projet de souveraineté, mais qui soit lucide. Et c'est quoi la souveraineté? Vous en parlez. Alors, la souveraineté... C'est quoi? Quelle définition donneriez-vous à ce mot-là? Pour moi, la souveraineté, je vais vous donner un exemple très, très concret. Et vous m'excuserez, hein, je prends un exemple sur vous. Allez-y. Vous êtes habillé d'un très beau boubou, Getzner. Pour moi, la souveraineté serait que votre boubou vienne du coton de la Sodefitex. Au Sénégal. Au Sénégal. 30 à 50 000. Une industrie qui a été tuée dans la période des ajustements structurels. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Et effectivement, le Sénégal importe énormément. On a toute la friperie qui vient. C'est des milliers d'emplois qui ont été perdus. Pour moi, la souveraineté, c'est que vos jolies babouches que vous portez, qui viennent du Maroc, qu'on puisse installer une industrie autour du cuir à Gaïméré, où là, on a un talent extraordinaire de nos artisans, de nos cordonniers. Moi, à chaque fois que je vais à Saint-Louis, où je suis en mission, je passe là-bas, je suis stupéfait, je suis ébloui par le talent des Sénégalais. Et juste à côté, à moins de 100 km, vous avez la ville sainte de Touba, où il y a presque 300 magal par an, où il y a vraiment la matière première disponible, la peau des bêtes. Oui. Et malgré tout, on n'a pas une industrie capable de transformer cette matière première-là, ces peaux, en produits dérivés comme des babouches, des ceintures, des ballons de football, des ballons de sport, etc. Pour moi, la souveraineté serait que vos jolies babouches viennent du Sénégal. Et surtout, pensez un peu à prochaine de valeur. Ou comme vos costumes. Hein. Beaucoup. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, vous pensez... Oui. Et surtout, il faut penser à chaîne de valeur. Par exemple, entre la distribution de l'engrais pour le coton, entre la culture du coton, entre la récolte du coton, entre le transport du coton aux industries, entre le refilage du coton, le traitement de ce coton-là, ensuite l'achat de ce coton, la couture de ce coton pour vous faire un joli boubou, imaginez le nombre d'emplois, le nombre de Sénégalais, le nombre d'acteurs qui travaillent sur cette chaîne de valeur-là. Pour moi, la souveraineté, la vraie substance de la souveraineté, c'est ça. Parce que les gens disent souveraineté. Mais ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de substance. On ne met pas quelque chose dans la souveraineté. C'est une coquille vide pour le moment. Je ne dirais pas que c'est une coquille vide, mais je pense que la réflexion stratégique doit être de mettre du contenu dans la souveraineté. Pour dire, écoutez, nous, on veut une souveraineté pharmaceutique. On veut que les 250 milliards de médicaments qu'on importe chaque année, qu'on mette à place une industrie qui va produire des solutés pour les diabétiques, dont le nombre est en train d'exploser au Sénégal. Demain, on mettra en place une usine ou bien on mettra en place un ensemble d'acteurs pour attaquer le marché des semences. Demain, il faut une deuxième usine pour faire des engrais. Le secteur privé national va porter ce projet-là pour mettre en place une deuxième usine. Pour moi, la souveraineté, c'est pas seulement des mots, M-O-T, face à des mots M-A-U-X, mais c'est surtout des stratégies, des actions concrètes où on part de l'existant pour faire de l'importation dans un premier temps et ensuite aller vers une industrialisation à 100%. On va vers l'élection du président de la Banque africaine de développement. Est-ce que c'est un enjeu? Énorme, oui, c'est un enjeu qui est énorme parce que la BAD, c'est l'un des plus grands financiers des projets de développement en Afrique. Et c'est un instrument multilatéral qui est extrêmement important. Parce qu'actuellement, face à ce tableau-là sombre qu'on a dressé en début d'émission, sur les tensions géopolitiques, où on voit que de plus en plus les espaces de multilatéralisme se rétrécissent au profit, au détriment des envolées bilatérales avec Trump, avec Xi Jinping, avec Vladimir Poutine, etc. Le monde a besoin
d'instruments multilatéraux. Et surtout, l'Afrique en a absolument besoin. Donc, la BAD, c'est un instrument qui est extrêmement important, qui est très, très, très utile au financement de l'économie africaine. Et bien sûr, il y a une nouvelle qui est très malheureuse, c'est le désengagement de Trump, d'ailleurs, d'un des mécanismes pour les facilités concessionnelles de la Banque africaine de développement. Et ça va causer un impact autour de 500 à 600 milliards de dollars de manque à gagner. Et c'est important, justement, de réfléchir à des mécanismes qui peuvent permettre de combler ce gap-là. Donc, la BAD est très importante. Je vous donne un dernier exemple qui montre à quel point c'est important. J'ai récemment participé à une mission pour faire l'achèvement, le rapport d'achèvement d'un grand programme national, l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui a été cofinancé par l'AFD et la BAD. La BAD, à travers son guichet, le FAD d'ailleurs, le guichet de facilitation pour le développement africain, la BAD a financé ce programme-là, PAVI, qui est presque 80%, et dont la deuxième phase est lancée aujourd'hui, 8 mai, et ce sera au lieu de 107 milliards. Donc, c'est un instrument qui est extrêmement important et qui concourt avec la ZLECAf à tisser des liens entre les différentes économies africaines. On a un Sénégalais qui candidate, qui s'appelle Amadou Hott, est récemment lâché par le Bénin. Est-ce que c'est l'avenir de la diplomatie sénégalaise qui est en jeu ou de l'économie sénégalaise qui en pâtirait? C'est quoi cet enjeu-là par rapport à la BAD et même au profil qui doit la représenter, cette banque-là? Alors, je dirais les deux. Je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important et je suis un peu désolé, un peu triste. Pourquoi? Je suis triste pour mon pays. Pourquoi? Parce que j'aurais souhaité qu'à l'instar de l'ancien... On a eu un Sénégalais qui a présidé à la BAD pendant 10 ans, dans les années 85, M. Babacar Ndiaye. Et je pense que Amadou Hott, compatriote, a les compétences, le pédigré et les réseaux pour vraiment gérer la Banque africaine de développement. Maintenant, il y a aussi d'autres candidatures qui sont très bonnes, notamment le Mauritanien Ould Tah, qui est l'ancien président de la BADEA. D'ailleurs, on a échangé lors du Forum d'investissement de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, la BADEA, justement au mois de janvier à Abidjan. Il y a aussi... Et c'est un outsider qui est très sérieux. Et moi, je parierais même sur lui. C'est le Sud-Africain, c'est le Mozambicain Membo, qui est un ancien vice-président de la Banque mondiale, qui a le soutien de David Melworth, qui est dans le cabinet de Donald Trump. Mais c'est un outsider qui est très sérieux. C'est un underdog, comme on dit en anglais. Les gens ne prêtent pas beaucoup attention à lui, mais c'est quelqu'un qui a le soutien de la Maison-Blanche. C'est quelqu'un qui a le soutien de pays, même en dehors de sa communauté économique, parce qu'il est de l'Afrique australe, mais il y a des gens de l'Afrique. Il a le soutien de l'Égypte, il a le soutien d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, etc. L'Afrique de l'Est est aussi derrière lui. Donc, la géographie des forces n'est pas figée. Maintenant, et Amadou Hott. Amadou Hott, vous y croyez ou pas? Alors, la question c'est oui. Je lui souhaite de gagner ça, mais force est de constater qu'il part avec des handicaps. Apparemment, sa campagne n'imprime pas, ça prend pas. Apparemment, je ne sais pas si... Vous êtes sceptique. S'il a les équipes pour... je vous dis, moi, je souhaite qu'il gagne. Et si je devais voter, j'aurais voté pour lui. Oui. Maintenant, la géographie des forces et sa faible impression dans l'opinion publique, dans l'opinion des décideurs, et le fait que sa campagne ne décolle pas, sont, de mon point de vue, des facteurs qui peuvent être très péjoratifs, justement, à son élection. De 1 à 10, ce serait quoi, ses chances de gagner? Oui. Alors, moi, vous savez, je n'ai pas la prétention de lire dans une boule de cristal, mon cher Pape Alun. Hein? Moi, je travaille sur des chiffres, sur des concepts, sur des choses très factuelles. Mais je pense qu'il a des chances. Mais il n'est pas favori du tout. Alors, je dirais pas.
Je ne dirais pas ça. Parlons maintenant de la relance économique au Sénégal. On l'attend. On attend cette relance-là. Mais est-ce qu'elle va durer à long terme, moyen terme? Parce que les Sénégalais maintenant sont impatients. Il n'y a plus de période de grâce. Et comme disait le juge Baye, les Sénégalais sont fatigués. Quels sont les leviers de cette relance économique, vous, en tant que solutionniste de cette crise-là? Alors, effectivement, le constat maintenant est partagé. Parce que même dans le communiqué du Conseil des ministres, on parle de relance économique. Maintenant, donc ça veut dire qu'il y a eu un ralentissement ou bien un resserrement. Pour moi, cette relance-là devra s'appuyer sur plusieurs leviers. D'abord, le premier levier d'action, et ça c'est une conviction très forte. Moi, je pense, et d'ailleurs même votre ancien invité, Yoro Dia en parlait, je pense que le Sénégal ne peut pas faire le pari de l'isolationnisme. Et ça, je le dis très franchement. C'est ce que nous faisons? Alors non, je ne le dis pas que c'est ce qui est en train d'être fait. Moi, je donne mes arguments et ça, c'est l'économiste qui vous parle. Ce que je dis, c'est que on est dans un pays qui est à la confluence des grands corridors internationaux. Sur le plan logistique, on est aussi un petit pays, moins de 200 000 km², mais un grand pays qui compte et qui pèse. Diplomatiquement, oui. Diplomatiquement. Donc, nous devons être le fer de lance du renouveau stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Et pour ce, moi, j'exhorte énormément le président de la République et le Premier ministre à être dans une certaine ouverture, au moins du point de vue intellectuel et conceptuel, pour ne pas se figer dans une position d'orgueil mal placé. Et ça, je l'ai dit très clairement, je l'ai assumé dans une interview au Soleil, quand Donald Trump a annoncé l'arrêt du programme USAID. Ce que je veux dire par là, c'est que le Sénégal doit pouvoir être un fer de lance d'un renouveau ouest-africain en mettant ensemble toutes les sommités intellectuelles, économiques, politiques pour justement aller vers un grand plan qui permette de sortir de cette ornière-là. Ça, c'est sur le plan macro. Maintenant, au niveau du pays, effectivement, au tout début du mandat, il y a eu un arrêt des chantiers, il y a eu un certain blocage des régies. Dans le secteur BTP. Dans le secteur BTP, donc, il y a eu un certain impact, etc. Il y a eu aussi une petite fermeture des caisses de l'État par rapport au Trésor, à la DG, etc. Mais je pense maintenant qu'il est venu le temps de commencer à mettre en place les pôles territoires. Maintenant, quelle substance juridique y mettre? Quel exécutif local y mettre? Quelle marge de manœuvre y mettre? Ça, pour moi, c'est le premier chantier auquel le gouvernement doit s'attaquer parce que ce sont les pôles territoires qui doivent être les réceptacles de toute la politique d'investissement pour drainer le mouvement d'ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, il faut que cette souveraineté-là dont on parle, qu'on la fasse par palier. Le premier palier de la souveraineté, c'est l'import-substitution. Et ça signifie quoi? L'import-substitution, c'est très clair. Vous savez, on importe pour 250 milliards de médicaments au Sénégal, l'industrie pharmaceutique. 90%, c'est importé. On sait qu'actuellement, il y a une résurgence des maladies comme le diabète, hypertension, cancer, etc. Pour le diabète, les gens ont besoin de solutés. Les solutés, c'est des solutions c'est sérum salé, etc. C'est de l'eau, comme on appelle du sel, qu'on injecte aux gens qui ont un peu de glycémie. Mais ce marché-là, c'est possible de faire de l'import-substitution en accélérant le processus d'installation d'industrie pharmaceutique. Et il y a des projets qui ont été maturés par la Delivery Unit du ministère de la Santé, des projets qui sont là. Donc, il faut les accélérer, les incuber, mobiliser tout le bras financier de l'État, la CDC, le Fonds 6, à ce que ces projets-là puissent être démarrés rapidement, dans moins de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et aussi faire après, derrière, des réformes, comme la corrélation positive, qui veut dire que quand il y a un producteur, quand il y a un industriel au Sénégal, qui peut avoir 20% de stock, on bloque les importations pour qu'il écoule ce stock-là. Comme ce qui a été fait sur l'oignon, non? Voilà, comme une partie.
Sur l'oignon, c'est autre chose. On veut d'abord aider un peu les producteurs des zones de Niayes, etc., à faire ça. Donc, pour moi, je vais être vraiment sur le point de c'est d'abord mettre en place les pôles territoires, rapidement, mettre la substance qu'il faut là-dessus, flécher les besoins d'investissement vers ces pôles territoires-là, pour qu'au niveau le plus proche de la population, qu'on puisse sentir un impact. Ensuite, il faut restructurer les chaînes de valeur agricoles et alimentaires en insistant sur les infrastructures de stockage et de conservation. Et ça, c'est l'expert d'un projet de la Banque mondiale qui vous dit là-dessus. Au Sénégal, les pertes post-récolte nous coûtent énormément. On a besoin, par exemple, de 350 000 tonnes d'oignons pour être autosuffisant. On est autosuffisant en oignons. Mais cette année, on est en surproduction, on est à 450 000 tonnes. Mais figurez-vous, par absence de magasins de stockage adéquats, vous verrez d'ici 2-3 mois, quand on approchera le Magal de Touba, l'oignon va prendre des cimes en termes de prix. Donc, et ça, c'est l'absence d'infrastructures de stockage. Tout à l'heure, avant l'émission, je vous parlais d'un laboratoire d'idées de l'Institut de recherche IPAR, qui est le département de Podor, qui est un département où les pertes post-récolte, et ça, c'est une étude qui le dit, hein, c'est 5 milliards 612 millions chaque année. Chaque année. Perte post-récolte. Ça veut dire qu'on a déjà produit, on a le produit entre les mains, ça pourrit. C'est énorme. C'est énorme pour un petit département qui est un grand grenier agricole du Sénégal. Donc, et la plupart des magasins de stockage qui ont été construits là-bas, moi je suis parti là-bas à plusieurs reprises, mais ne fonctionnent plus. 98% ne fonctionnent pas. Or, on a investi des centaines de millions là-dessus. Les producteurs, bon, vous allez par exemple, à Diandan, c'est sur la route nationale, vous verrez là-bas, il y a le magasin de stockage d'oignons qui est là, et en face, les gens mettent là-bas leur oignon, parce que ce n'est pas adapté. Donc, pour moi, l'enjeu logistique, ça doit être l'enjeu primordial pour réduire les pertes post-récolte, pour restructurer les chaînes de valeur alimentaire et pour aller vers une réduction de la cherté de la vie. Et pour ceci, moi, je pense que la relance doit être adossée à une politique de la demande et non une politique de l'offre. Et ça, c'est le macroéconomiste qui vous parle. Le régime précédent, le président Macky Sall, si on peut schématiser son approche conceptuelle économique, c'était une politique de l'offre basée sur un keynésianisme infrastructurel sur fond de financement extérieur. Donc, une politique de l'offre basée sur un keynésianisme infrastructurel sur financement étranger. En termes plus simples, on va soutenir l'offre, donc l'offre de services et de biens. On va faire beaucoup d'infrastructures, on va faire le TER par-ci, le BRT par-là, etc., des projets à gauche, à droite. Et troisièmement, tout ceci va être financé par de l'endettement étranger. Et quand vous faites le bilan du PSE sur 10 ans, tous les indicateurs qui étaient ciblés par les PSE, à savoir l'axe 1, la transformation structurelle de l'économie, c'est transformer la structure de l'économie, ça n'a pas été atteint, c'est un échec. Le capital humain, la valorisation du capital humain avec les dividendes démographiques, c'est aussi un échec. L'état de droit, la bonne gouvernance, ça, je laisse ça aux politiciens. Ils diront si c'est un échec ou c'est une réussite. Mais je sais qu'au moins 2 de ces 3 indicateurs-là, ça n'a pas été une réussite parce que la politique économique a été basée sur une politique de l'offre, d'un keynésianisme de 15 ans où il faut investir, où il y a un peu le ruissellement qui va venir de l'infrastructure, etc. Mais ce financement étranger. Et le résultat de ça, c'est que ça a fait exploser la dette dont on parlerait même d'une dette cachée. Le PSE, c'est un échec. Oui, et ça, je vais le démontrer d'ailleurs dans un prochain ouvrage qui sortira d'ici la fin de l'année, que j'intitule « De Caribde en Silla, l'échec économique du PSE ». Maintenant, comme ça a échoué jusqu'à présent, et d'ailleurs même le vote le dit, ce qu'il faut, c'est une politique de la demande. Une politique de la demande
en ayant une approche sous-régionale, une approche chaîne de valeur, une approche corridor et une approche d'un pays logisticien. Le Sénégal a un problème de logistique. Le Sénégal n'a pas un problème économique. Notre principal problème, c'est un problème de logistique. Parce qu'à un moment donné, vous allez à Podor, actuellement, le sac de 40 kilos d'oignons, on vous le vend à moins de 3 000 francs. Vous venez à Dakar, au Maristes, l'oignon coûte cher. À un moment donné, il y a le riz de la vallée qui est produit, mais on a des problèmes de stockage, on a des problèmes de transport. Vous partez à Podor, il y a 12 millions de litres de lait disponibles, mais il n'y a pas de tanker de refroidissement. Le lait est perdu. Les gens ne vont même pas traire leurs vaches. Donc, vous comprenez, pour moi, la relance économique, son soubassement doit être l'approche logistique. Et, bien évidemment, vous direz que je fais un plaidoyer pro-domo. Rien n'est mieux pour résoudre le problème du Sénégal que le chemin de fer. Et ça, je l'ai dit depuis 2 ans. Hein, et je trouve même la BAD maintenant fait du chemin de fer son étalon. Donc, il n'y a pas meilleur instrument de redistribution de la richesse et d'instrument de politique économique au Sénégal que le chemin de fer. Et ça, pour moi, pour être même radical, j'ai dit un jour qu'il faudrait tout arrêter au Sénégal, se concentrer que sur le chemin de fer et faire renaître le chemin de fer. On va finir 2 minutes 3 parce que le temps qui nous était imparti est presque fini. Sur comment financer tout cela, docteur? Alors, tout cela, on peut le financer parce qu'il y a l'argent qui est disponible. Maintenant, il faut avoir de l'ingéniosité pour mobiliser l'argent. La preuve, l'appel public à l'épargne récent a été sursouscrit. On demandait 150 milliards, on a eu 105 milliards. Donc, ça veut bien dire que l'argent est là. L'argent, ce n'est pas un problème. Les moyens de mobiliser l'argent ne sont pas un problème. Maintenant, ce qui est un problème, c'est cette ingéniosité-là. Et ce sérieux, cette rigueur et cette approche pragmatique et originale qu'il faut implémenter à l'économie pour qu'en touchant 2, 3 boutons, que le circuit économique redémarre. C'est ça qu'il faut. Et pour ça, il y a différents niveaux où il faut agir. Je vous ai parlé tout à l'heure du niveau macroéconomique, je vous ai parlé du niveau sous-régional, je vous ai parlé du niveau monétaire et je vous ai même parlé du niveau logistique. Et c'est à ces 4 niveaux-là qu'il faut agir en essayant de flécher les investissements vers les chimos, les secteurs à haute intensité de main-d'œuvre, en essayant de lifter le capital et l'investissement sur des projets vraiment importants et qui peuvent porter le développement et qui peuvent élargir la base de capacité productive en insistant sur l'industrialisation, mais par palier. D'abord, import-substitution, ensuite, full manufacturing et, in fine, vous savez, Papa Lune, l'État a la signature. Mais c'est le secteur privé sénégalais qui a le chéquier. L'État a la signature, mais c'est le secteur privé sénégalais qui a le chéquier. Les 18 500 milliards de la stratégie nationale de développement qu'il faut financer, 40%, c'est attendu du secteur privé. Mais un secteur privé, il faut le mettre devant. Il faut lui faire confiance. Et il faut interroger profondément quel est le rôle de l'APIX. Que fait l'APIX actuellement pour promouvoir le secteur privé sénégalais face aux investisseurs étrangers? Merci beaucoup, docteur. Voilà. Merci beaucoup. Le temps est passé très vite. Oui. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci pour ce cours magistral. Beaucoup de choses et de bonnes choses ont été dites pour la relance économique. Docteur Seydina Ndiaye, je l'ai présenté. Allez lire son ouvrage sur les chemins de fer, magnifique. Ce n'était pas une promotion personnelle, c'est la quintessence et la profondeur de ce livre. Merci également à l'équipe technique de Dakar Podcast. 1001 merci à cette équipe très disponible, très professionnelle qui nous a permis un peu de réaliser cette émission. Rendez-vous dans BL pour un autre espace du livre, de la lecture et de l'écriture. En attendant, commentez, likez et surtout abonnez-vous à cette chaîne où l'art du débat se passe. Ça s'appelle BL Podcast.